Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette première des 3 conférences que l'initiative Climat COP21 a décidé d'organiser dans le cadre de l'événement du Grand Palais dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc je rappelle en 2 mots, après vous avoir fait cette introduction, qui nous sommes, et puis ensuite j'introduirai Carole Fonta. Donc en fait nous sommes une initiative collective qui regroupe l'ensemble des 50 000 ingénieurs et diplômés des sciences du vivant et de l'environnement. Autrement dit, les 50 000 ingénieurs sortis des 9 grandes écoles d'agronomie, de foresterie, d'agriculture et d'alimentation qui se sont réunis il y a à peu près 1 an pour rédiger ensemble, à 50 000 mains, un livre blanc. Alors c'est un processus qui a duré à peu près 1 an, comme je l'indiquais. On a mis au point une méthode un petit peu innovante d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on a fait un processus de sciences participatives sur une durée de 1 an, jalonné par 3 grandes conférences qui étaient des étapes. Et ces conférences avaient lieu à Paris, au Centre Sèvres, et étaient retransmises en direct sur 13 sites régionaux. Et nous étions donc en interactivité permanente avec ces sites régionaux à l'aide de certains outils électroniques que l'on avait mis au point pour la circonstance. Notre production intellectuelle a été de mettre au point cette démarche participative, mais surtout ce que l'on a voulu, c'est pour contribuer à la COP21, rédiger quelque chose qui soit d'ordre très pratique. Autrement dit, notre cheminement n'a pas été un cheminement d'intellectuel qui consiste à partir, comme on dit, avec une démarche de type top-down, mais on a pris plutôt comme point de départ des solutions qui émergeaient de nos camarades, de par leur exercice professionnel, de par leur vie associative ou de leur cursus, pour faire remonter des idées. Et ce sont ces idées que l'on a ensuite rassemblées dans ce livre blanc. Alors je vous montre en 2 minutes de quoi il s'agit. C'est un ouvrage de 200 pages à peu près, qui sera disponible gratuitement en téléchargement à partir du 15 janvier. Exceptionnellement, aujourd'hui, il est disponible pour les personnes qui sont présentes. Il y a donc une plateforme qui a été mise au point de collecte de solutions. On a recueilli un peu plus de 40 solutions. Et par ailleurs, les chiffres, vous les voyez, ça représente quand même le travail de 900 personnes qui ont participé de façon interactive. Ça représente 550 contributions. Et le dernier point, ce projet a été labellisé COP21 par la commission présidée par Madame Ségolène Royal. Et par ailleurs, nous avons remis le livre blanc la semaine dernière à Monsieur Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, et ainsi qu'à Madame Marie-Hélène Aubert, qui est la conseillère COP21 de la présidence de la République. Juste un dernier mot. Je voudrais donc... pardonnez-moi. Voilà. Alors, notre livre blanc est organisé en 3 grands piliers qui regroupent l'ensemble des solutions dont je vous parlais. Le premier pilier, c'est comment produire de façon plus durable. Le deuxième pilier, c'est comment alimenter en énergie les outils ou les process de production durable. Et le troisième pilier, c'est comment concilier le développement et nos sociétés, et notre société. On a souhaité, pour ce troisième pilier, l'illustrer de façon très concrète par la conférence qui va commencer. Et là, je vais donc passer très vite la parole à Carole Fonta. On a fait le choix de 2 sujets qui vont être traités. Le gaspillage alimentaire. Gaspillage alimentaire, ça signifie derrière comment utiliser intelligemment nos ressources et de façon plus efficace. Je rappellerai simplement un chiffre
qui est sorti tiré du livre de Marion Guilloux et de Claude Materon il y a quelques années, qui s'appelait Comment nourrir 9 milliards de personnes, qui fait état d'une moyenne de 40% de gaspillage de l'alimentation depuis la production jusqu'à la consommation finale. Le deuxième axe de notre conférence aujourd'hui, ça sera sur l'affichage environnemental. L'affichage environnemental sous-entend derrière comment avoir des instruments qui me permettent à moi, consommateur, de mesurer l'impact environnemental de mes choix de consommation. Autrement dit, quels sont les instruments que l'on me donne pour que je puisse mesurer réellement à mon échelle simple de consommateur quels sont les impacts de ma consommation. Voilà, donc je vais passer très vite la parole à Carole Fonta, donc, qui est de l'Association nationale des industries alimentaires, directrice environnement et développement durable, qui a très gentiment accepté de modérer cette conférence. Merci. Merci Yann. Tout d'abord, je voulais saluer le travail remarquable. Vous parliez d'intelligence collective. Je crois qu'effectivement, c'est un bel exemple d'intelligence collective. Je vais tenir le micro plus près. Alors, je voudrais effectivement, vous l'avez dit, mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer de l'amont à l'aval. Je vais avoir du mal là. J'ai bien un peu d'aide, merci. Sur la mobilisation citoyenne autour de ce sujet de la lutte contre le changement climatique. Chacun de nos gestes de consommateurs a un impact sur l'empreinte carbone et également l'empreinte biodiversité et donc forcément le climat. Et donc on va évoquer effectivement deux sujets très concrets que sont le gaspillage alimentaire et l'affichage environnemental. Et donc je voudrais déjà dans un premier temps vous présenter les intervenants qui ont accepté de participer à cet échange. Alors, je vais commencer par Isabelle Delpech, donc de Syngenta. Isabelle, vous êtes responsable agriculture durable de Syngenta, qui est une société spécialisée dans les technologies appliquées à la production agricole, avec deux grands domaines d'action, que sont les semences et les produits de protection des cultures. Et donc, vous allez nous parler de gaspillage alimentaire. Patrick Dieu, vous êtes chef de marché chez Mérieux NutriScience. Alors le groupe Mérieux NutriScience fournit au niveau mondial une large gamme de services pour améliorer la qualité, la sécurité des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement, donc de la fourche à la fourchette, comme on dit. Et donc vous allez également intervenir sur le volet gaspillage alimentaire, axé sur les actions du consommateur. Et puis donc Émilie Spicer, vous êtes chargée de mission donc sur les impacts environnementaux des produits de consommation courante à l'ADEME, une agence qu'on connaît bien, mais je vais quand même en dire deux mots. Donc l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public. Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement sur des thématiques qui sont la consommation, les déchets, le transport, l'énergie, l'air, les sols, le bâtiment, vaste domaine d'intervention. Et afin de leur permettre de progresser donc, dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, mais également des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et dans ces domaines d'intervention. Et donc vous allez nous apporter votre éclairage, Émilie, sur le volet affichage environnemental avec quelques mots, quelques chiffres clés sur le gaspillage. Voilà. Merci à vous trois par avance. Et donc, je me présente. Donc, Carole Fonta, en charge du développement durable à l'ANIAR, donc l'Association nationale des industries alimentaires. Juste quelques mots très rapidement avant de laisser la parole à nos intervenants sur... Alors, nous, c'est pas un livre blanc, c'est un livre vert. On a essayé d'apporter notre contribution puisqu'on couvre 15 800 industries alimentaires en France, de toute taille, de tout secteur d'activité. On a voulu, à travers ce livre qui est disponible sur notre site internet, mettre en avant les actions des entreprises sur 5 volets que sont l'approvisionnement, l'énergie, les emballages, la logistique, le transport et les pertes et gaspillages alimentaires. Donc à la fois pour montrer quelles actions concrètes avec des chiffres clés sont mises en œuvre avec les résultats qui sont obtenus et aussi avec un deuxième axe qui est justement de mettre en place une dynamique collective au sein de ces entreprises sur ce sujet. Alors, je vous propose de commencer par la partie gaspillage alimentaire. Donc on va commencer par vous Isabelle. Alors gaspillage alimentaire en quelques mots d'introduction, c'est
La FAO a estimé que c'était une empreinte annuelle mondiale de 3,3 milliards d'équivalents CO2, c'est énorme. C'est 40%, vous le disiez Yann, de perte du champ à l'assiette. C'est un non-sens, on le voit bien, environnemental, social et économique, avec des niveaux différents en fonction effectivement des pays du Sud dans lesquels on est plus sur des pertes au champ de conservation, alors que sur les pays du Nord, mais on le verra tout à l'heure, on est plus sur des problématiques de gaspillage vraiment au moment de la consommation. Donc Isabelle, je vous laisse la parole du coup. Merci. Justement sur le volet amont. Ce que je voudrais dire, c'est que le gaspillage alimentaire, eh bien, la première étape, elle se passe au champ. On va parler de gaspillage alimentaire, mais avant toute chose, ce qui est indispensable vis-à-vis des enjeux de demain, et je me place à l'horizon 2030-2050, vis-à-vis des enjeux de demain, c'est que dans le champ, la plante, la culture, qui est une véritable machine végétale, il faut qu'elle fonctionne le mieux possible. Pourquoi ? Bien, 3 notions peut-être pour planter le décor en matière de production agricole. Production donc des matières premières agricoles qui sont ni plus ni moins que les matières premières de nos aliments. On revient aux besoins essentiels de nourrir les hommes. Première chose, d'ici 2050, plus 2 milliards de personnes à nourrir sur la planète. Avec des ressources, les ressources essentielles qui sont limitées et qui sont même plutôt en diminution. Une ressource essentielle, c'est la terre sur laquelle on peut cultiver, ce qu'on appelle les surfaces agricoles utiles pour cultiver les céréales, les pommes de terre, les betteraves, le maïs, le mil, le riz, toutes les cultures dont nous avons besoin demain pour ces 2 milliards d'êtres humains. Avez-vous idée de la part que représentent les surfaces agricoles utiles pour cultiver demain? Elles représentent à peine 3% de la surface du globe, pour des raisons que vous pouvez vous représenter. Bien sûr, il y a les océans, il y a les surfaces qui ne sont pas disponibles, montagneuses, désertiques. Il y a toutes les surfaces urbanisées. Il y a les surfaces qui sont en train de s'éroder. Donc ces 3% aujourd'hui, c'est une ressource qui est plutôt en train d'être de moins en moins disponible. 3% de surface agricole utile aujourd'hui. Demain, sur ces 3%, il faudra que nous nourrissions 2 milliards d'êtres humains en plus. Troisième chose pour planter ce décor et ces enjeux dans les années qui viennent, c'est l'eau. Alors, un petit visuel ici, pour que les gens n'aient plus faim demain, dans les années qui viennent, il faut que les plantes aient moins soif. L'eau aujourd'hui, l'eau douce, l'eau utilisable, 70% est dévolue à la production agricole. 70%. De l'eau demain, il n'y en aura pas plus. On est sur une ressource limitée. Demain, elle va être en concurrence avec d'autres activités humaines. Des golfs, des piscines et beaucoup d'autres activités moins ludiques peut-être, essentielles à la vie des hommes. On est aussi là sur une ressource limitée et qu'il va falloir optimiser. Donc 2 milliards d'êtres humains à nourrir en plus, sur des surfaces qui vont avoir tendance à se réduire et qui ne représentent à ce jour que 3% de la surface du globe, et une surface en eau et une disponibilité en ressources eau qui est essentielle, extrêmement précieuse et qu'il va falloir optimiser. C'est en cela que ce qui va se passer dans les champs, ce qui se passe dans les champs, c'est la première étape essentielle, indispensable pour éviter le gaspillage. Il faut optimiser ce qui se passe dans le champ. Alors comment faire ? Ça ne se fera pas sans technologie, ça ne se fera pas sans technique. 3 grands domaines dans une société comme celle que je représente ici. Donc Syngenta est une société leader qui est très engagée dans cette optimisation de la production agricole dans un cadre de ressources limitées et dans un cadre de préservation essentielle, bien sûr, de la qualité de notre environnement, d'une façon durable. Alors 2 grands domaines.
Le premier domaine, et je crois que dans la COP21, sur toutes les activités qui sont représentées, on utilise ces grands leviers. Il y a le levier de l'adaptation. Adaptation de la machine végétale. C'est l'image que je trouve assez parlante. Une culture, c'est quoi? C'est une surface photosynthétique qui fonctionne grâce au soleil, énergie propre et inépuisable, qui capture du carbone et qui a besoin d'eau, qui a besoin de nutriments pour produire les matières premières agricoles de nos aliments, les sucres, les amidons, les protéines végétales. Alors adapter à l'environnement de la culture, adapter aux modifications climatiques de demain, ça veut dire travailler sur des semences de culture qui demain seront plus efficientes par rapport à cette ressource rare que sera l'eau, mieux capables de résister au stress hydrique, à la chaleur, à l'irrégularité de l'alimentation en eau, en nutriments, etc. Le deuxième grand domaine dans lequel nous travaillons vis-à-vis de ces enjeux d'alimentation de demain, c'est le levier de ce que l'on appelle l'atténuation. Cette surface photosynthétique des plantes, qui doit travailler de la façon la plus efficiente possible, elle est soumise à des attaques de ravageurs, des attaques de maladies. Et les changements climatiques de demain, l'évolution de la température, ne va que renforcer ou multiplier ces attaques. Pour vous donner un exemple, entre 2000 et 2005, dans le domaine de la protection des cultures, en France, nous avons eu à faire face à 40 nouveaux ravageurs aux nouvelles maladies. 40 nouvelles maladies et nouveaux ravageurs en 5 années. Ces maladies, ces ravageurs, ce sont des organismes qui grignotent cette surface photosynthétique. Ce sont des organismes qui diminuent l'efficience et l'efficacité de la production de nos produits alimentaires, de ces matières premières agricoles essentielles pour satisfaire ce besoin de la population. Un troisième domaine dans lequel nous nous engageons dans une société comme Syngenta, c'est l'accompagnement des pratiques des agriculteurs avec ces nouvelles variétés, avec ces nouveaux produits de protection des cultures, qu'ils soient produits conventionnels ou produits de biocontrôle. Ce troisième domaine, c'est l'accompagnement au travers de services pour que cette production agricole qui optimise les ressources en terre, en eau, elle se fasse de la façon la plus durable, c'est-à-dire avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Je vous donne 2 exemples. Cet accompagnement se fait par exemple au travers de la mise en place, de la réflexion sur l'aménagement des parcelles, l'aménagement au niveau d'un territoire, d'espaces botaniques qui permettent d'entretenir une biodiversité active, notamment une biodiversité de pollinisateurs, qui sont des alliés de l'agriculteur pour que la plante fonctionne au mieux. Un deuxième exemple, par rapport à la qualité de l'environnement, pour essayer de gérer le mieux possible les impacts environnementaux, c'est travailler sur des machines pour être en mesure de diminuer le plus possible les impacts indésirables d'un produit phytosanitaire dans l'environnement, éviter ce que l'on appelle les dérives. Voilà un petit peu les domaines dans lesquels nous mettons en œuvre des technologies afin de résoudre ces défis. Et convenez que demain, face à des défis pareils, il faudra compter sur des technologies. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe au niveau du champ. Il est essentiel que la surface agricole, qui sera dévolue à la production agricole, permettent d'optimiser la production de matières premières agricoles. Merci beaucoup Isabelle Delpech. Alors je vais laisser la parole maintenant à Émilie Pfizer de l'ADEME. Juste en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres clés? Je crois que l'ADEME a fait quelques études sur le sujet pour qu'on ait une bonne connaissance de l'impact associé à ce gaspillage alimentaire. Oui, bonjour à tous. Donc au niveau de l'action citoyenne, que peut faire le consommateur finalement en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire? Alors déjà, il faut quelques éléments de contexte et puis après, je laisserai la parole à Monsieur Dieu. C'est vrai que l'ADEME travaille énormément sur ce sujet avec très peu d'unités d'œuvre.
Il n'y a qu'une personne et demie qui travaille sur ce sujet au niveau national. Mais on a quand même réalisé un certain nombre d'études, notamment une étude avec des foyers témoins pour observer les changements de comportement dans la famille, voir si en mettant en œuvre des actions concrètes, on pouvait limiter ce gaspillage alimentaire. Alors certains de ces chiffres font partie de cette étude, d'autres pas. Ce qu'il faut quand même dire avant tout, c'est que l'alimentation représente le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre des ménages. C'est très peu connu et c'est vraiment fondamental que on travaille sur l'alimentation pour réduire le changement climatique, en tout cas pour le faire reculer au maximum. Alors concernant le gaspillage alimentaire, c'est un chiffre qui a été évoqué tout à l'heure également, 30 à 50% des pertes alimentaires du champ à l'assiette, ce qui est quand même phénoménal. C'est des chiffres, le 50% c'est au niveau mondial, c'est un chiffre FAO. Ça veut dire concrètement sur 100 kilos de pommes de terre qui sortent du champ, et ben finalement on va au final en manger que 50. C'est quand même assez effrayant de voir toute cette perte en ligne. Au niveau de l'individu lui-même, parce qu'on a tous, si je vous pose la question à chacun d'entre vous individuellement, si je vous dis est-ce que vous gaspillez chez vous, est-ce que vous générez des pertes alimentaires, je peux vous garantir que 99% d'entre vous va dire ah non, parce que c'est dans notre culture propre. On ne gaspille pas parce qu'on sait que certaines personnes n'ont pas à manger suffisamment en quantité mais aussi en qualité. Et pourtant, quand on a fait ces études, on s'est rendu compte qu'il y a 20 à 30 kilos de pertes alimentaires par personne et par an, ce qui équivaut quand même à un repas par semaine. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, c'est une production très très diffuse et par petite quantité. Finalement, c'est pas quand on jette une assiette complète parce que son enfant a détesté les choux de Bruxelles, c'est pas là que le gaspillage va jouer. Il va jouer, mais c'est pas là où la production est le plus importante. C'est tous les petits gaspillages que l'on produit chez soi ou à l'extérieur, hors domicile ou au domicile. Et ce gaspillage, on a réussi à le quantifier pour la première fois et on s'est rendu compte que c'était 160 € en moyenne par personne et par an. Donc si vous faites vite le calcul, pour une famille de 4, ça fait 640 €, donc c'est quand même pas négligeable. Donc réduire son gaspillage, c'est aussi faire des économies. Je redonne la parole. Alors Patrick Dieu, même si on ne gaspille pas, même si le consommateur ne gaspille pas, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair sur ce qu'il peut faire dans son quotidien ? Oui, alors donc je vais vous présenter effectivement sous l'angle gaspillage alimentaire quelques gestes quotidiens qui vont permettre justement de réduire ce gaspillage alimentaire. Alors, je me représente juste un petit peu, donc Merriot Nutricence qui n'est pas forcément connu du grand public. Merriot Nutricence en fait est un groupe qui a pour mission, une mission de santé publique, de pouvoir protéger la santé des consommateurs à travers des prestations d'analyse, de conseils, de formation, pour pouvoir garantir la sécurité et la qualité des aliments. Et sous l'angle, bien évidemment, du gaspillage, c'est bien en lien, puisqu'on accompagne des entreprises de l'agroalimentaire, de la distribution, de la restauration, produire mieux et moins jeter. C'est bien le leitmotiv du moment. Alors nous sommes présents effectivement au plan mondial dans 20 pays avec 80 laboratoires accrédités. Alors pour introduire le sujet, donc je reprends effectivement un certain nombre de choses qui ont déjà été dites précédemment, à savoir que notamment dans nos pays riches, aujourd'hui on est dans une société de surconsommation qui fait qu'effectivement on est amené à jeter des tonnes de denrées alimentaires et dans certains cas qui sont tout à fait encore consommables. Et comme le disait Madame de Saint-Genta, effectivement, comment est-ce que dans les horizons 2050 on va pouvoir nourrir les 10 milliards d'habitants sur la Terre sans aller puiser dans les ressources naturelles de la Terre. Donc ça passe bien évidemment par des gestes quotidiens, que ce soit au niveau des professionnels, mais aussi chaque citoyen a son rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage. Alors, juste un slide sur les professionnels. Effectivement, les professionnels se sont aussi engagés dans la lutte contre le gaspillage, à travers notamment la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été promulguée en août de cette année et qui effectivement prescrit des mesures phares pour pouvoir lutter contre le gaspillage,
notamment au niveau des établissements des marchés publics en restauration collective, de pouvoir justement mettre en place des mesures anti-gaspi. Au niveau des grandes surfaces, il y a également des mesures qui sont prises, notamment pour mettre en place des conventions avec les associations caritatives. Donc tout cela est en train d'être réglementé pour que, effectivement, au lieu de jeter les produits qui arrivent en date, voire dans certains cas même des grandes surfaces qui retiraient des produits avant la date et qui partaient à la benne, aujourd'hui, effectivement, elles sont incitées, c'est même plus qu'une incitation, ça va devenir une obligation, effectivement, de pouvoir fournir ces produits aux associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge et d'autres. Il y a aussi des mesures, des initiatives qui sont prises à travers des collectifs. Vous avez sûrement entendu parler des gueules cassées, hein, on en a parlé un petit peu dans les médias. C'est la façon de promouvoir des produits qui sont peut-être d'un esthétique un peu moins commerciables, mais qui sont tout à fait bons et donc effectivement qu'on peut acheter au niveau de la grande distribution, qui en plus les vend moins cher. Donc ils sont bons et en plus ils sont moins chers. Il y a aussi des initiatives au niveau de la restauration, notamment ce qu'on appelle le principe du doggy bag. Le doggy bag, c'est de pouvoir effectivement emporter à la maison son reste de repas qu'on a pu manger au restaurant. Et donc là aussi, il y a des initiatives qui ont été menées pour pouvoir identifier les restaurants qui jouent le jeu. On peut citer effectivement Gourmet Bag, Resto et Takeaway. Il y en a d'autres aussi qui effectivement ont mis en place des applications ou des sites web qui permettent justement de lister les restaurants qui sont engagés dans cette démarche. Alors si l'on en vient effectivement aux consommateurs, comme tous que nous sommes, il y a un point effectivement sur lequel qui peut effectivement engendrer des pertes, des déchets, c'est effectivement la mauvaise gestion des dates, de ce qu'on appelle les dates de péremption, parce qu'il y a vis-à-vis du consommateur une certaine incompréhension dans cette notion de date. Il faut savoir que sur les 20 kilos de produits qui sont jetés par habitant, il y a un tiers des produits qui sont des produits emballés et qui, pour certains cas, sont même des produits qui sont encore tout à fait consommables. Il y a un règlement européen, le règlement INCO, ce qu'on appelle le règlement INCO, Information pour les consommateurs, qui a défini 2 types de dates au niveau des produits emballés. On va parler de la DDM, date de durabilité minimale, et les DLC que l'on connaît plus communément. Alors après, effectivement, il y a eu le ministère de l'Agriculture qui a mis en place un système d'infographie sur son site qui, justement, permet de clarifier ces notions de date, de DDM et de DLC. Si, effectivement, on définit un petit peu ce que c'est que la DDM, donc la date de durabilité minimale, c'est effectivement une date jusqu'à laquelle la denrée alimentaire conserve encore toutes ses propriétés spécifiques, gustatives, couleurs, goût, odeur, dans des conditions de conservation appropriées. Ces DDM vont concerner plutôt des denrées peu périssables, ça va être notamment des produits secs, des produits en conserve, des produits UHT, sur lesquels effectivement sera posée une mention à consommer de préférence avant le ou à consommer de préférence avant fin. Et ces produits-là sont tout à fait consommables après la date. Ce que je marque ici effectivement dans ce slide, date dépassée n'est pas égal à danger justement. On peut tout à fait consommer ces produits-là. On peut simplement observer effectivement une petite dénaturation du point de vue du goût, du point de vue de la texture du produit, mais du point de vue de la sécurité des aliments, il n'y a aucun danger. Et donc, pour revenir quand même sur ce point-là, aujourd'hui, un distributeur est tout à fait en droit de pouvoir commercialiser ce type de produit-là, même si la date est dépassée. Deuxième notion de date, c'est la date limite de consommation, où là, effectivement, il y a une notion de dangerosité immédiate dès lors que la date est dépassée. Donc là, elle va concerner plutôt des denrées périssables ou très périssables. On pense à la viande, aux poissons, à la volaille, aux pâtisseries, produits laitiers, etc., sur lequel là, vous aurez une mention à consommer jusqu'au, et sur lequel, bien évidemment, vous n'avez
pas d'intérêt effectivement à consommer ce produit au-delà des DLC. Et l'exploitant, le commerçant, lui, n'a pas l'autorisation, bien évidemment, de vendre ces produits en date dépassée, parce que ça peut comporter effectivement un risque pour la santé du consommateur. Alors les bons gestes au niveau du consommateur, on peut les résumer à 3 grands thèmes. C'est comment acheter de façon responsable et bien acheter ces produits chez les commerçants, comment bien gérer ces produits dans les réfrigérateurs, notamment pour les produits frais, et comment bien consommer à la maison ces produits. Tout ça dans l'esprit, bien évidemment, de lutte contre le gaspillage. Alors, comment bien acheter des produits ? Il y a des petits trucs tout bêtes. C'est notamment faire sa liste de menus pour la semaine. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On ne sait pas forcément ce qu'on va manger dans la semaine. Mais créer sa liste de produits de courses en fonction des stocks, c'est quand même bien. Ça évite effectivement d'avoir à acheter des produits dont on n'a pas besoin. Un deuxième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas hésiter dans certains cas d'acheter des produits qui sont peut-être esthétiquement peu valorisés, mais qui sont tout à fait bons. Et donc, effectivement, notamment tout à l'heure, on a parlé des gueules cassées, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Un point aussi, quand vous achetez, vous faites vos courses chez les commerçants, il faut respecter la chaîne du froid et donc effectivement commencer plutôt par le sec, ensuite par le frais et finir par le surgelé que bien évidemment il faut protéger dans des sacs isothermes. Tout ça parce qu'effectivement si vous arrivez à la maison que le produit est décongelé, bien évidemment ça finit à la poubelle. Bien évidemment, être attentif aux dates. Donc, en fonction de ce que vous avez acheté et des dates, il faut pouvoir bien regarder les dates limites de consommation qui sont sur les étiquettes. Et puis, on peut être effectivement tenté par les promotions de acheter un gratuit. C'est vrai que ça peut être avantageux du point de vue économique, mais si on n'en a pas besoin, là aussi, c'est un produit qui peut potentiellement finir à la poubelle. Alors comment bien ranger son réfrigérateur ? Une fois qu'on a fait ses courses, il faut au niveau des produits frais les mettre dans ses réfrigérateurs et là il faut pouvoir mettre les produits à leur bonne place. Il faut savoir que dans un réfrigérateur il y a des températures qui sont différentes en fonction de là où on se place, on est en haut ou on est en bas. Alors en fonction des appareils de froid, le froid peut être la température la plus froide peut être en haut, dans certains cas elle peut être en bas. C'est à vous de voir sur la notice, mais ce qui est important c'est de mettre les produits sensibles là où c'est le plus frais, notamment le poisson, la volaille, la viande, la charcuterie. Ensuite les produits, les beurres, les fromages, etc., les mettre à une température de 4 à 6 degrés et mettre plutôt donc les fruits et légumes dans ce qu'on appelle le bac à légumes, puisque là ce sont des produits qui effectivement peuvent être mis à des températures plus élevées. Et puis bien évidemment les surgelés à une température de moins 18. Un point aussi important quand vous rangez vos produits dans le réfrigérateur, c'est de mettre en avant les produits que vous allez consommer le plus rapidement, les DLC les plus courtes. De ne pas, si vous achetez des yaourts, mettre d'abord ce que vous avez acheté, ce que vous venez d'acheter, les mettre devant, et ceux qui restent derrière ont des dates plus courtes, donc potentiellement peuvent être jetés. Et puis, sur les produits entamés, là aussi, protégez-les, parce que un produit au froid, ça peut s'oxyder, donc mettez-les dans des boîtes genre type perroir, ou vous les filmez. Enfin, dernier geste qu'on peut pratiquer à la maison, c'est effectivement, je cuisine avec la bonne quantité, donc ça ne sert à rien effectivement de cuisiner des produits en quantité trop importante, parce qu'à un moment donné, effectivement, ça peut être mis à la poubelle. Un petit point aussi de détail, mais c'est de mettre par exemple, de ne pas mélanger les fruits dans la même corbeille, parce que ça accélère leur mûrissement. Il faut pouvoir séparer les fruits dans la corbeille. Si vous avez effectivement des restes, n'hésitez pas effectivement à les congeler. Les produits peuvent tout à fait se congeler à moins 18 en les protégeant et en les datant.
Et puis, là aussi, on peut valoriser des produits parce qu'on pense qu'ils sont moins frais. Ils ont tendance à partir à la poubelle, alors qu'on peut tout à fait des fruits qui sont un petit peu avancés, faire des compotes, des légumes qui sont un petit peu, effectivement, un peu défraîchis, les mettre en soupe. Et puis, effectivement, cuisiner des fans, des fans de céleri qui peuvent servir aussi d'aromates, etc. Donc, c'est tout à fait des gestes qu'on peut aussi, qui permettent aussi de limiter les pertes et les déchets. Voilà un petit peu donc les quelques gestes qu'on peut faire au quotidien qui effectivement permettent de réduire le gaspillage alimentaire. Je rappelle quand même les entreprises qui ont signé le pacte national de lutte contre le gaspillage, qui est un objectif à horizon 2025 de réduire la moitié du gaspillage en France. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ces petits gestes au quotidien. Est-ce que vous avez des réactions les uns les autres sur ce qui vient d'être dit ? Enfin, une réaction par rapport à tout l'amont de cette chaîne agroalimentaire, comment, par rapport à ce que je disais du fait que le gaspillage commence dès la parcelle agricole dans laquelle sont produites les matières premières de nos aliments. Je pense qu'en tant que consommateur, il est intéressant de revenir à une meilleure compréhension des saisonnalités et de tout ce qui est produit localement. C'est-à-dire, tout simplement, quand on fait notre marché, interroger les agriculteurs pour savoir ou pour retrouver la bonne connaissance de qu'est-ce qui pousse quand, qu'est-ce qui se récolte quand, et faire l'effort de ne pas acheter des fraises en hiver et de comprendre qu'aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les légumes d'hiver, ce sont les fruits qui se conservent bien sur des durées un petit peu longues qu'il faut acheter. Et à nous qui travaillons sur toutes les technologies pour ces productions agricoles, à nous d'adapter des variétés qui permettent effectivement d'allonger un petit peu les cycles pour qu'il y ait des récoltes échelonnées et une meilleure proposition au niveau des consommateurs, mais restons en tant que consommateurs sur ce qui a été produit localement et restons dans la saisonnalité le plus possible. Voilà. Et juste pour conclure peut-être, parce que je serai moins concernée par le sujet suivant, pour vous laisser un dernier chiffre par rapport au fait que la production agricole est la première étape de nos engagements par rapport au non-gaspillage de ressources, et en particulier les ressources prioritaires, primordiales que sont l'eau et le sol. Gardons en tête qu'en 1950, un hectare cultivé, en agriculture, l'unité de mesure c'est l'hectare, 100 mètres sur 100 mètres, ça fait un grand terrain de foot. Un hectare cultivé en 1950 devait nourrir 2 personnes. En 2030, excusez-moi, dans 15 ans, c'est demain. 7 hectares cultivés, il faudra qu'ils nourrissent 5 personnes. Donc ne gaspillons pas dès le champ ces ressources essentielles qui sont l'eau et qui sont la terre agricole. Je veux bien juste compléter par un petit mot. Au niveau des impacts environnementaux des produits alimentaires, l'étape impactante, je vais y revenir après sur les étapes du cycle de vie des produits, c'est vraiment la phase amont, la phase de production. Mais il faut vraiment faire attention, c'est pas parce que c'est à la phase de production que la majeure partie des enjeux environnementaux sont que le consommateur n'a pas son rôle à jouer. Je vais être très très basique, mais si un aliment a été produit en champ, il a été transformé, il arrive chez vous et là vous le jetez, ça veut dire que toute cette chaîne, toutes ces étapes du cycle de vie par lesquelles il est passé n'ont servi à rien. Et j'ai envie de dire, le gaspillage, il est d'autant plus impactant environnementalement parlant que s'il avait été juste gaspillé au champ, si on avait laissé le fruit ou le légume sur place.
C'est clair que plus on va dans la chaîne et plus on cumule les impacts. Et c'est vrai que c'est important de redire qu'on a tous notre rôle à jouer, chaque maillon, y compris effectivement le consommateur. Alors on va passer sur un autre sujet qui est donc l'affichage environnemental. Alors l'affichage environnemental, c'est un sujet qui est apparu lors du Grenelle de l'environnement en 2010. Il y a eu plusieurs expérimentations menées, pilotées par l'ADEME, hein, vous allez nous en parler Émilie, avec deux axes. D'une part, faire progresser les entreprises, et ça je pense qu'il y a des belles actions qui ont été mises en œuvre, et d'autre part, donner une information claire au consommateur afin qu'il puisse orienter, lui, son acte d'achat. Alors, Émilie, j'ai envie de vous poser une première question. Du coup, qu'est-ce que l'affichage environnemental ? Alors, comme vous venez de le dire, c'est une initiative publique suite au Grenelle 1 et Grenelle 2 de l'environnement. Et l'objectif était d'informer le consommateur sur les produits de consommation courante, donc tous les produits, sur leurs impacts environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une multitude de déclarations environnementales, d'allégations environnementales sur les produits, de logos. Et en fait, le consommateur il est un petit peu perdu. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, hein, puisqu'il existe des guides pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Et là, l'objectif, c'était vraiment, du Grenelle, c'était vraiment informer le consommateur sur les impacts environnementaux des produits. Donc pour ce faire, il y a une grande réflexion qui a été menée et qui est encore menée par catégorie de produits, parce que les impacts environnementaux des produits sont différents selon les catégories de produits. Ce schéma, il est fondamental, c'est pour ça que je vais m'arrêter 2 minutes dessus. C'est que tout produit, quel qu'il soit, alors moi je parle essentiellement des produits de consommation courante, mais tous les produits qui nous entourent, du bâtiment, le transport et autres, sont concernés également. Donc tout produit a des impacts sur l'environnement. C'est pas un impact, parce que quand on dit un impact, aujourd'hui on est à la COP 21, on pense changement climatique, donc émissions de gaz à effet de serre. Certes, cet impact est un véritable enjeu sur le changement climatique, mais il existe énormément d'autres impacts, comme les impacts sur la biodiversité, sur l'écotoxicité aquatique, sur l'acidification de l'air, sur l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, etc. Donc ça, ce sont les impacts environnementaux. Et chaque produit a des impacts aux différentes étapes de son cycle de vie. Le cycle de vie, c'est quoi ? C'est un produit, pour exister, on va utiliser des matières premières qui vont être extraites, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, peu importe. Ensuite, le produit va être fabriqué, manufacturé. Il va ensuite être transporté à différentes étapes, distribué en grande surface ou dans des petits commerces. Et ensuite, il va arriver chez le consommateur, chez l'utilisateur, qui va l'utiliser, qui va le consommer, le manger, le boire, etc. Et ensuite, soit on a une valorisation du produit, soit une fin de vie. Donc le déchet va être incinéré, enfoui, ou autrement, on peut aussi recycler les produits. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que tout produit a des impacts tout au long de son cycle de vie. L'affichage environnemental, c'est vraiment informer le grand public pour qu'il puisse faire des choix. Ça ne va pas lui dire tel produit est bon, tel produit est mauvais. C'est le consommateur va recevoir des informations sur quels sont les impacts environnementaux du produit. Alors, pour faire toute cette démarche, c'est un vrai consensus, une vraie démarche de très très longue durée qui a été mise en place, qui n'est pas terminée comme je vous le disais aujourd'hui, et qui vise à établir des méthodologies. Pour informer le consommateur, il faut établir des méthodologies sur comment on évalue les impacts environnementaux des produits. On va également établir des règles de calcul pour donner de la donnée chiffrée. Et il va falloir des outils également pour informer le consommateur. Donc tout ça, ça s'inscrit dans l'affichage environnemental. Alors ce qu'il a été acté aujourd'hui, puisqu'un certain nombre de choses sont déjà actées, d'autres moins, c'est que l'affichage environnemental, il va être basé sur des indicateurs. Et les indicateurs, pour toutes, ça a été tranché au niveau du ministère, parce que ce n'est pas un travail que de l'ADEME. Hein. C'est un travail ministère, ADEME, ONG, association de consommateurs, association environnementale, industrielle et fabricants, etc. Fédération professionnelle également. Ce qu'il a été acté, c'est que pour tout
toute catégorie de produits, il y aura forcément un indicateur changement climatique. Donc on aura des informations sur une baguette de pain, sur un paquet de céréales, sur un steak haché, mais également sur un vêtement, sur un meuble, sur ces émissions de gaz à effet de serre tout au long de son cycle de vie et sur l'impact là uniquement GES. Pourquoi c'est important d'avoir cette approche cycle de vie? C'est pour éviter les transferts de pollution. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, il arrive qu'on ait des fausses bonnes idées en tant que citoyen ou en tant que fabricant de produits. On va remplacer, en tant que fabricant par exemple, on va se dire « Oh oui, mais le plastique, c'est du pétrole, donc c'est une énergie... Attendez que je vous donne un exemple concret quand même. Une chemise pour mettre des papiers. J'ai une chemise, je la fabrique en plastique et je me dis « Oh non, c'est du pétrole, je préfère remplacer, mettre du papier ». C'est un exemple fictif, parce que je n'ai pas les résultats de l'analyse de cycle de vie. Et en fait, on va remplacer le pétrole par finalement de la fibre papier, sauf qu'on ne va pas s'assurer que la fibre papier, elle est issue de forêts gérées durablement. Et finalement, cette idée qui en soi était très louable, eh ben, si on regarde l'ensemble du cycle de vie et l'ensemble des impacts environnementaux du produit, on va se rendre compte que finalement, le bilan environnemental, il est moins bon. Et pour calculer ce bilan environnemental, on utilise une méthodologie très pointue et assez complexe qui est l'analyse de cycle de vie, l'ACV. Donc, pour chaque catégorie de produits, on aura au moins un indicateur changement climatique et 2 autres critères qui seront en fonction de la catégorie de produits. Les impacts environnementaux d'une lessive qui ne sont pas du tout les mêmes qu'une feuille en papier ou d'un cahier. Donc vraiment, pour chaque catégorie, on va avoir un impact distinct. Et l'objectif de l'affichage environnemental, ça va être de pouvoir comparer au sein d'une même catégorie de produits, c'est-à-dire comparer 2 steaks hachés qui n'ont pas été produits selon les mêmes méthodes d'élevage ou comparer une pomme qui vient de Nouvelle-Zélande avec une pomme qui vient de France. Et avec cette méthode, on va pouvoir se dire, bon bah voilà, celle-ci a un impact plus fort qu'un autre. Et parfois, le bon sens qu'on estime être vraiment pertinent va nous permettre de nous rendre compte qu'on est à côté de la plaque. Et ça va nous donner vraiment des éléments scientifiques pour choisir. Alors, juste peut-être en 1 minute, c'est possible? 2 minutes, grand maxi? On va essayer. On essaye. Alors, désolée, du coup, je fais la gardienne du temps, c'est très désagréable parce que tout ça est passionnant, mais malheureusement, je crois qu'on n'a pas l'emplacement pour tout. Non, on n'a pas. Je vais juste continuer. Donc, en fait, cette méthodologie d'affichage environnemental, c'est pas c'est pas que franco-français. Il y a également des choses qui sont faites au niveau européen et dans d'autres pays comme la Suède, la Grande-Bretagne, le Japon, pour afficher sur les produits. Il y a eu un projet de généralisation de l'affichage à l'ensemble des produits de consommation courante qui a été abandonné, en tout cas dans un premier temps. Et aujourd'hui, on est plus dans un affichage volontaire sur les produits. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que là, il y a des entreprises qui sont en train de s'organiser pour afficher les impacts environnementaux sur leurs produits. Je vais citer quelques marques qui vont vous parler. Il y a Decathlon, il y a Vert Baudet, il y a la Camif, il y a... Attendez, je reprends mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises, parce qu'il y a des marques que je connais un peu moins. Est-ce que je les ai notées? Je ne les ai pas notées. Donc, c'est essentiellement aujourd'hui sur l'ameublement que ça se passe et sur le textile. Au niveau de l'alimentation, aujourd'hui, c'est un secteur qui est très, très compliqué. C'est très complexe de définir les impacts environnementaux des produits. Donc, on est en train de travailler dessus avec tous les producteurs et autres, mais aujourd'hui, ce n'est pas figé. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est des propositions du ministère de l'écologie et du développement durable sur comment physiquement on va afficher sur les produits, quel type de représentation graphique on va mettre. Alors il y a 3 options. Alors on aime ou on n'aime pas, mais j'ai envie de dire c'est un premier jet. Il y aura soit des valeurs absolues, donc là vous voyez par exemple sur l'effet de serre en grammes équivalent CO2, donc ça sera 28 grammes, 8 grammes, 3 grammes selon les catégories de produits et autres.
On peut aussi avoir une option sur des valeurs agrégées, c'est-à-dire vous qui connaissez sûrement les étiquettes énergie, la lettre A, B, C, D, qui permet de savoir le produit qui consomme le moins d'énergie. Là, on peut aussi avoir une valeur agrégée sur des produits de consommation courante, ou autrement, un mix de la valeur brute ou agrégée avec une échelle qui permet de repérer si notre produit est bon ou mauvais. Et après, le choix, ça sera vous qui l'aurez en tant que consommateur et ça sera les fabricants qui l'auront parce que du coup, eux, ça va leur permettre d'identifier les impacts environnementaux de leurs produits et de les éco-concevoir, c'est-à-dire fabriquer des produits plus respectueux de l'environnement. J'ai encore une seconde ? Juste rapidement alors. Alors, j'enchaîne sur... vous voulez que j'enchaîne sur la conclusion ? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc là, moi, si je peux me permettre de vous faire des préconisations en termes de comment mieux consommer, comment avoir une consommation plus respectueuse de l'environnement, la première question à se poser, c'est ai-je besoin de ce que je vais acheter, de ce que je vais utiliser ? C'est tout bête, mais on achète tous des choses qui ne nous servent à rien, qui ne sont pas forcément nécessaires. On n'est pas dans de la décroissance, on est juste à s'interroger, pas à se priver, mais juste à s'interroger sur son réel besoin. Éviter les achats gadgets, les choses qu'on va jeter finalement très rapidement ou qui vont devenir obsolètes en quelques mois, je pense, ou des vêtements très, très fashion qui vont finalement, au bout de 2-3 mois, être complètement démodés. Moi, j'exagère un peu. Après, sur l'alimentation, forcément, ça va être de penser à réduire le gaspillage. Essayer de mieux consommer, de mieux planifier ses repas pour avoir moins de pertes. Et il y a un point très essentiel sur lequel l'ADEME commence vraiment à avoir beaucoup de données et du coup on commence à communiquer là-dessus. C'est au niveau de l'alimentation, c'est sur l'apport de protéines. Parce qu'en fait, au niveau des indicateurs environnementaux, et notamment celui du changement climatique, les produits alimentaires les plus impactants, ce sont les produits carnés. Donc tout ce qui est issu des animaux, que ce soit la viande en elle-même ou voire les produits laitiers ou les produits de crèmerie et autres. Donc nous, les messages qui commencent à sortir, c'est qu'aujourd'hui, pour être très clair, la FAO annonce que le besoin nutritionnel, donc ce dont on a besoin pour être en bonne santé, c'est autour de 50 grammes par personne et par jour. Aujourd'hui, en France, on est à 100 grammes. Pour vous donner juste un autre chiffre, on consomme 85 kilos de viande par habitant et par an. Donc on consomme en gros 2 fois plus de protéines que ce dont on a réellement besoin. Donc en faisant ces petits gestes au quotidien, on ne dit pas arrêter de consommer de la viande, mais limiter sa consommation de viande, on va limiter les impacts. Des outils qui peuvent vous servir et qui sont disponibles, c'est à l'attention du grand public. On a sorti plusieurs guides, donc Consommer mieux, qui est vraiment un guide général sur comment je peux faire pour mieux consommer, avoir un impact moindre sur l'environnement. Un autre guide tout récent sur Manger mieux, gaspiller moins, qui va vous donner vraiment le background pour bien connaître les impacts environnementaux des produits alimentaires. Les logos environnementaux sur les produits, donc ça c'est un petit guide très pratique qui va vous citer les différents logos environnementaux que l'ADEME a identifiés et à quoi ils correspondent. Et en bas, ça sera le mémo des logos environnementaux. C'est la même chose, mais en condensé pour garder dans votre sac à main, parce qu'évidemment, vous n'allez pas vous trimballer avec votre petit guide et puis le regarder pour mettre beaucoup trop de temps à faire vos courses. Merci beaucoup, Émilie. Bon, je crois qu'on est équipé là. Comment mieux acheter, consommer mieux, manger mieux, gaspiller moins, choisir ses produits. Peut-être juste en gardant un peu de plaisir et convivialité malgré tout dans tout ça, quand on parle d'alimentation. Merci beaucoup à tous les trois.